Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur la ville mixte et intergénérationnelle. Je suis Isabelle Bouc, je suis journaliste pour La Tribune et je vais inviter maintenant les participants et participantes. Donc Carlos Moreno, Madame Bidard, Hélène Bidard va nous rejoindre, Madame Maisonneuve, Chris Blache et Agathe Pommery vont se joindre à nous. Donc, vous allez sûrement dans la journée entendre beaucoup parler de mettre l'humain au cœur de la ville de demain. Et cette table ronde va surtout se pencher sur une ville offerte à égalité aux hommes et aux femmes, mais aussi aux différentes générations. Donc, une ville inclusive et égalitaire. Donc, Carlos Moreno va commencer par quelques propos introductifs pour poser la question. Et puis ensuite, on va rentrer dans des projets très concrets. Carlos, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous à cette table ronde. Merci pour donc l'introduction. Je vais être bref pour ceux qui ont assisté tout à l'heure à la conversation que nous avons eue avec Saskia Sassen. On parlait donc de cette notion de ville qui est devenue au fil des années non seulement le lieu où habite l'essentiel de la population aujourd'hui mondiale, donc on est dans un monde urbain, mais également un lieu qui génère beaucoup de richesses, mais qui est devenu également profondément inégalitaire. Non seulement au niveau de la répartition des richesses, non, pas seulement au niveau de la répartition spatiale, les endroits où les gens habitent, qui est ségrégatif, les quartiers riches, les quartiers pauvres, les quartiers d'affaires, les quartiers de commerce, mais également par rapport au sujet qui nous occupe, est extrêmement inégalitaire par rapport au genre et par rapport donc à l'équité. Je suis ravi d'être à cette table ronde, je suis le seul homme, donc par rapport à mes collègues présentes, et je salue donc, parce que c'est un combat de tous les jours, et la problématique du genre, j'ai eu l'occasion d'écrire un certain nombre de textes là-dessus, est devenu aujourd'hui un des problèmes majeurs dans la génération donc des inégalités, des violences aussi qui se produisent. Et je voulais juste dire qu'au niveau de la problématique urbaine aujourd'hui, il y a d'une part la répartition des richesses, la répartition spatiale, l'égalité des genres, mais également l'inégalité générationnelle. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos sociétés que urbanisées deviennent des lieux dans lesquels on perd les liens sociaux, la déconnexion des liens sociaux se caractérise aussi par la perte d'une transmission de l'identité liée aux générations entre elles. Et ce qui était une richesse, qui était le savoir-faire des personnes âgées qui pouvaient être transmises aux nouvelles générations, se perd. Il y a cette espèce de lien social qui se délite. La problématique de l'école comme lieu de transmission de savoir qui perd son lien par rapport à la vie de tous les jours dans les quartiers. Saskia Sassen parlait tout à l'heure de voisinage, de proximité et de la création de liens sociaux par lien de proximité. Ce que nous constatons en tout cas au fil de nos recherches, c'est que les liens sociaux qu'on appelle des proximités est en train de se perdre. Et la perte de ces liens sociaux de proximité va de pair avec la perte du lien intergénérationnel. Quand on est dans des immeubles où les gens ne se parlent pas, Edgar Morin disait l'année dernière à la clôture de ces mêmes événements, quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, ça veut dire que tu le refuses son existence. Dire bonjour à quelqu'un, c'est lui dire d'abord tu existes. Et ce sont des choses élémentaires qui sont en train de se perdre parce que la notion de la vie urbaine, la notion de la vie dans les immeubles, la notion de la vie dans des grands ensembles urbains va de pair avec non seulement la perte de liens sociaux intergénérationnels et par rapport à l'équité des genres, mais il va de pair avec cette espèce de distance qui s'établit entre l'homme, la femme, les seniors, l'adulte, le jeune et son quartier. Nous vivons aujourd'hui une difficulté dans laquelle la perte de la proximité, ou ce que j'appelle l'hyperproximité, crée une vulnérabilité très forte dans la ville. Et aujourd'hui, nos villes sont vulnérables parce que nos relations de voisinage sont devenues de très faibles portées. Et tant qu'on aura cette perte de voisinage, c'est ce que c'est appelé les voisinages comme lien social, bah, nous serons soumis à des tensions qui seront de plus en plus fortes et à monter. Merci pour ces propos qui posent le débat. Nous allons maintenant passer la parole à Hélène Bidard, qui est adjointe à la maire de Paris. Elle est chargée spécifiquement de l'égalité
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. Et elle va nous parler d'une méthodologie qui va aider les aménageurs à plus prendre en compte le genre et l'espace public. Oui, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie vraiment pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici sur une table ronde sur ce sujet. Et puis, je souhaite bien sûr que l'appel à l'action qui a été lancé ces jours-ci puisse être entendu sur ce sujet comme sur d'autres par de nombreux élus, décideurs et des citoyennes et des citoyens. Peut-être juste 2 mots pour remettre dans le contexte et pour compléter un peu ce que vous venez de dire. La place des femmes dans la ville est toute particulière et elle n'est pas. Nous n'intervenons pas parce que nous pensons qu'il y a quelque chose qui serait lié au sexe des femmes, quelque chose d'essentialiste, mais parce que déjà les femmes sont très présentes dans les lieux urbains. À Paris, 53% des Parisiens sont des Parisiennes et les femmes sont dans une situation de précarité plus élevée, vous venez exactement de le préciser, mais par exemple 86% des familles monoparentales à Paris ce sont des femmes seules avec enfants, et donc elles ont plus souvent recours aux services publics et d'une manière beaucoup plus généralisée que les hommes. Donc la place des femmes sur le marché du travail, leur précarité et le fait qu'elles divorcent, qu'elles aient des enfants et qu'elles aient très souvent la charge des enfants comme des tâches domestiques, fait qu'elles n'ont pas de fait le même usage de la ville. Ça, c'est le premier point pour remettre dans le contexte. Et le second, c'est que cette question a beaucoup émergé en 2014 à Paris. Des associations de jeunes, des associations ou des collectifs de jeunes femmes se sont très fortement mobilisées contre le harcèlement de rue. Et donc elles ont investi l'espace public, l'espace militant, les réseaux sociaux, et elles ont interpellé les élus comme toute la société sur la question de la lutte contre le harcèlement de rue. Bien évidemment, nous soutenions tout à fait leur démarche, ce qui n'est pas d'ailleurs spécifique à Paris, ce harcèlement de rue, puisque par exemple nous avons des militantes marocaines qui se sont beaucoup mobilisées contre le harcèlement de rue, comme Zineb El Razaoui, qui vivent maintenant d'ailleurs en France après avoir dû quitter leur pays, des militantes égyptiennes aussi. Donc on savait que c'était une question qui dépassait Paris, mais qui néanmoins était très présente à Paris. Et pour vous donner d'ailleurs juste un chiffre sur ce harcèlement de rue, harcèlement dans les espaces publics en général, 100% des femmes parisiennes se disent avoir été harcelées dans les transports, et c'est un chiffre du Haut Conseil à l'égalité de France. Donc vous voyez à quel point il s'agit néanmoins d'un phénomène massif. Dans ces campagnes contre le harcèlement de rue, certaines associations avaient organisé des zones anti-relous. Et c'est ce qui va m'amener à mon sujet. Elles avaient repéré qu'il y avait des lieux où il y avait plus de harcèlement de rue, des lieux de stagnation, de fixation de harceleurs sur les femmes. Et du coup, nous avons réfléchi avec elles. D'abord, évidemment, au fait qu'il faut des campagnes d'éducation contre le harcèlement de rue, qu'il faut changer les mentalités. Mais au-delà de ça, nous nous sommes posé la question de la logique qui fait qu'il y a des zones qui soient dans des quartiers populaires ou dans des quartiers extrêmement bourgeois. Cela est complètement indifférencié. Mais il y a des zones, donc un urbanisme qui est propice à éloigner les femmes de certains lieux et au harcèlement de rue. Et cela nous a beaucoup fait réfléchir, et donc je vais vous expliquer ensuite comment nous avons travaillé très concrètement. Je voulais juste donc conclure ma première partie sur le fait que nous avons tout à fait conscience que l'usage de l'espace public répond à des codes sexués, que les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même façon dans la ville, qu'ils n'utilisent pas les mêmes lieux, qu'ils n'y ont pas les mêmes rôles et ne sont pas exposés aux mêmes difficultés, et que les questions de sécurité ne se posent pas de la même façon pour les femmes. Elles sont bien plus amplifiées, le sentiment d'insécurité est bien plus amplifié chez les femmes, et notamment la nuit.
Pour résumer ce point de vue de l'histoire aux hommes, entre les hommes et les femmes dans l'espace public et dans l'espace privé, dans son dernier ouvrage, l'historienne et philosophe Geneviève Fraisse parle même de sexuation du monde. Et donc, elle développe toute cette conception du monde sur laquelle nous devons travailler. Et depuis plus de 20 ans, en réalité, de nombreux chercheurs ont travaillé sur cette question. Des géographes notamment qui se sont penchés sur ce sujet. Yves Rebaud, Jacqueline Coutrat, Claire Hancock, Edith Marouet-Jouls, autant de chercheurs avec lesquels les politiques publiques ne travaillaient pas forcément au début et qui du coup, cette recherche fondamentale devient un pilier de notre réflexion pour les politiques publiques. Je n'en ai cité que quelques-uns. En tout cas, c'est une nouveauté dans les politiques publiques de la ville de Paris que de chercher à produire une ville inclusive pour les femmes, mais qui, bien évidemment, ne bénéficie pas qu'aux femmes. Je pense que c'est cela, et je pense que Chris Blash reviendra aussi très largement sur cette question. Nous avons, par exemple, nous travaillons à la rénovation de 7 grandes places parisiennes. Nous avons fait des marches exploratoires dans ce cadre-là, des déplacements, et on se rend bien compte que se déplacer avec une poussette, se déplacer quand on est une personne âgée, se déplacer quand on est une personne handicapée, en fait, tout cela amène des réflexions communes dans la manière de produire la ville, loin des normes de celui qui arrive à marcher vite, celui qui n'a pas de problème de déplacement, celui qui n'est pas encombré dans ses déplacements. Et vraiment, je pense que nous avons du coup, en partant de ce travail pour le partage de l'espace public entre les hommes et les femmes, la possibilité de travailler à une ville inclusive pour tous. De nombreuses autres villes ont déjà travaillé sur le sujet, elles nous inspirent beaucoup, Vienne, Berlin ou Barcelone, pour ne citer que les plus proches. Et donc à Paris, nous travaillons maintenant avec Jacques Baudrier, qui est conseiller délégué de Paris en charge des questions relatives à l'architecture et aux grands projets de renouvellement urbain, pour repenser l'espace public à égalité à Paris, et pour que les femmes se sentent à l'aise dans l'espace public en tout lieu et à toute heure. Les études le montrent, les 3/4 des dépenses publiques dans le domaine des équipements du sport et du loisir répondent à des besoins exprimés par et pour les hommes. Les 3/4, alors que les femmes, bien évidemment, payent autant d'impôts. Le renouvellement urbain et la création de services publics doivent donc nous permettre de porter une autre vision de ces aménagements urbains. Et c'est un paradoxe parce que les statistiques nous rappellent que c'est précisément en réalité chez elles, dans l'espace privé, que les femmes sont le plus victimes de violences. Donc les politiques publiques avaient tendance à ramener les femmes chez elles en ne leur proposant pas d'offres qui correspondaient à leurs besoins et à créer des espaces publics pour occuper les hommes à l'extérieur, alors que précisément les femmes sont plus victimes de violences chez elles qu'à l'extérieur. Il nous reste donc un continent de recherche et d'études et de transformation de la ville à conquérir, qui est donc toute cette réflexion autour du partage de l'espace public et avec une approche par le genre. Je veux maintenant vous parler très concrètement de ce qu'on fait à Paris et rapidement. Donc on a avancé. D'abord, peut-être je vous annonce que le 26 novembre, ce samedi, donc le lendemain du 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous allons lancer une grande campagne à Paris contre le harcèlement de rue, et avec notamment des applications qu'on peut retrouver donc sur les smartphones, et puis des rappels à la loi. Et c'est une campagne que nous avons travaillée avec le Conseil parisien de la jeunesse. Ce sont vraiment les jeunes qui se saisissent beaucoup de cette question-là. Ensuite, nous avons fait 2 séminaires sur le genre et l'espace public avec les professionnels, notamment de la ville de Paris, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, et puis les associations militantes féministes qui travaillent sur cette question du genre et de l'espace public, qui ont donc partagé
leurs connaissances avec ces professionnels. Et donc est sorti de ce séminaire un guide référentiel sur le genre et l'espace public, donc qui est ici et que vous pouvez retrouver à la sortie de la salle. Donc un guide à destination des professionnels qui a été donc fait en partie avec les associations. Là aussi, Chris Blache pourra en reparler puisque elle a participé à cette construction de ce guide. Et puis nous avons concrètement des dizaines et des dizaines de marches exploratoires que nous menons dans les arrondissements avec les femmes des associations, des lieux de rencontres culturelles ou des points d'accès au droit qui regroupent des femmes et des marches qui se tiennent donc sous diverses formes et où les femmes font part de ce qu'elles voudraient changer dans l'espace public. Je termine juste peut-être avec une anecdote sur une marche exploratoire pour vous montrer à quel point il y a du travail à faire. J'étais à une marche exploratoire dans le 14e arrondissement avec des femmes de quartiers populaires et quand elles ont fait, donc elles ont marché dans leur quartier et puis noté les lieux où elles n'étaient pas à l'aise, etc. Et puis quand elles ont fait le rendu, elles l'ont fait devant les directions de la ville de Paris, la direction de l'aménagement, de l'urbanisme, des transports, voilà, toutes les directions de la ville de Paris. Et toutes les directions étaient sur le fait que dans le 14e arrondissement, proche du périph', il y a un dépôt de bus. Et que décidément c'était une nuisance et que décidément il fallait faire reculer ce dépôt de bus qui était une nuisance et qui vraiment avoir des bus, des agents qui restent là, c'était très embêtant. Donc ils avaient tous en tête qu'il fallait faire reculer ce dépôt de bus. Eh bien toutes les femmes leur ont dit leur opposition à ça. Non, un dépôt de bus, c'est pas une nuisance. Un dépôt de bus, c'est un espace qui vous permet le soir, quand vous rentrez en métro tard, de passer, d'ailleurs certaines faisaient une station de plus pour passer là, de passer dans un lieu où il y a des agents du service public, où il y a un éclairage, où il y a du monde dans l'espace public. Et donc on voyait très bien à ce moment-là la contradiction entre les besoins des femmes et leur besoin de se sentir en sécurité et de présence du service public pour pouvoir circuler la nuit tranquillement dans la ville et ce que les architectes, les urbanistes avaient en tête comme étant une nuisance. Donc j'en terminerai là, mais vous voyez qu'il y a énormément de travail devant nous et que ce sujet est passionnant. Merci Hélène. Donc la prochaine intervenante est Cécile Maisonneuve, qui est la présidente de la Fabrique de la Cité. C'est un think tank sur la transition urbaine, elle va nous en parler. Et elle va peut-être aborder particulièrement une étude qu'elle vient de publier sur les millennials et la ville, qui mystifie peut-être certaines idées reçues sur ce groupe. Oui, merci Isabelle, bonjour. Alors effectivement, à la Fabrique de la Cité, on a une conviction, c'est que la ville de demain se construira de plus en plus à partir des usages. Donc à partir de là, on a tout un axe de recherche qui consiste à explorer les usages émergents dans la ville. Et c'est dans ce cadre qu'on a décidé, il y a un petit peu plus d'1 an, de lancer une étude sur les millennials et la ville. Alors ça peut paraître assez paradoxal de s'intéresser à ce sujet, ces millennials, alors on les appelle génération Y, si vous allez en Nouvelle-Zélande, ils l'appellent génération 0. Bref, on voit à peu près de quoi on parle, c'est des gens nés, ça dépend des définitions, mais entre 77 et 80 jusqu'à 95. Ça peut paraître paradoxal parce que quand on réfléchit à la ville en termes d'inclusivité, on va surtout s'intéresser soit aux populations de la ville qui sont un impensé de la ville, on vient d'en parler, les femmes sont un impensé de la ville, ou à des personnes de facto pour lesquelles la ville n'a pas été construite, personnes âgées, personnes handicapées. Mais les millennials, aujourd'hui quand on pense la ville, l'image, la représentation immédiate qui vient, c'est le millennials, le young urban millennial, c'est même un archétype. Donc pourquoi s'intéresser à eux? C'est précisément pour le mot que je viens de prononcer, le mot de représentation. Pourquoi aujourd'hui représente-t-on la ville avec cette figure et à quelle réalité ça correspond? Ce qui nous a conduit à approfondir ce sujet, c'est une première étude qu'on avait faite avec un laboratoire du MIT sur ce sujet. Et les résultats qui sont sortis étaient très, j'allais dire, caricaturaux. On avait là le portrait du millennial tel que le décrit la littérature managériale. Vous savez, c'est les 4 I, impatient, inventif, individualiste. Et le dernier I, c'est interconnecté. Et je me suis dit, on n'avait pas le sentiment d'avoir devant nous une figure réelle, mais bien plutôt le produit d'un effet marketing. Et c'est là qu'on s'est intéressé à la genèse du concept. Effectivement, la genèse du concept, c'est à la fois des travaux
d'historiens, de sociologues, ça très clairement, mais c'est surtout le succès du concept on le voit vraiment monter à partir de 2012-2013, un concept qui a été récupéré par le marketing de grandes compagnies, notamment des marques de sport. À partir de là, on s'est dit, on va réinterroger l'ensemble des sujets urbains au regard de ce concept de millennials. Et nous venons de sortir une étude dont le titre, je pense, dit assez ce qu'on pense. Les millennials, une légende urbaine. On a mis un point d'interrogation quand même. Et on reprend 8 items en regardant à chaque fois si ça correspond à une réalité. Donc je ne vais pas vous citer les 8, mais par exemple, on nous dit, voilà, les millennials, c'est une génération urbaine. Alors, c'est vrai que l'urbanisation augmente, et c'est vrai que si vous regardez aux États-Unis ou en Europe, on a travaillé sur ces deux continents, la proportion des jeunes dans les villes est supérieure au reste du pays. En Europe, les villes sont plus jeunes que la moyenne des États membres. Mais quand vous regardez de plus près, le millennial type, vous le trouvez dans les grands centres urbains. Vous trouvez celui que dont le MIT nous a dressé le portrait type. En revanche, les autres, vous les trouvez dans des zones périurbaines, et plus encore, si vous regardez les chiffres américains, les millennials sont plus nombreux que la génération X dans les banlieues. Donc la première déconstruction. Deuxième déconstruction sur le sujet du logement. Alors, on nous dit les millennials sont dans le partage, ils n'aspirent pas à devenir propriétaires. Voilà. Alors là encore, les chiffres semblent plaider en ce sens. Aux États-Unis, je crois que le taux de primo-accédants parmi les millennials est le plus bas depuis 1987. En France, en 2016, les millennials, c'est 9% de ceux qui acquièrent leur logement, c'était 12% il y a 15 ans, donc effectivement ça baisse. Mais là encore, ce qui est à l'œuvre sont des logiques non pas générationnelles, mais socio-économiques. Et là, les chiffres sont absolument parlent d'eux-mêmes. Et quand vous interrogez, parce qu'il faut aussi les interroger sur leurs envies, leurs attentes, des millennials aux États-Unis, c'est 90% qui vous disent « j'ai bien l'intention d'être propriétaire de mon logement dans ma vie ». Donc là encore, deuxième idée déconstruite. Je vais prendre un dernier exemple avant d'avancer dans le raisonnement et de vous expliquer comment on veut construire à partir de cette recherche sur la mobilité, autre sujet absolument passionnant. Là encore, il est vrai, vous regardez les chiffres américains, que les jeunes Américains se déplacent beaucoup plus en transport en commun que les 30-60 ans. C'est 3,5 fois plus. Donc là, il n'y a pas photo. Il est vrai que le taux de détention d'un véhicule, du permis de conduire, est plus bas. Je crois que c'est même le plus bas depuis 1963. Mais si vous regardez d'autres chiffres, ce que vous voyez, c'est que de manière générale, le nombre de kilomètres parcourus aux États-Unis a baissé, et vous voyez un effet crise depuis 2008 qui est très net. Ce que vous voyez aussi, c'est que 8 jeunes Américains sur 10 qui vont au travail le font en voiture. Et ça, c'est exactement le même chiffre qu'en 1980. Si vous prenez l'Europe, même constat. On a bien sûr un taux de détention du permis de construire, de motorisation qui est moindre, un taux d'utilisation du transport public très important. Mais là encore, on constate que paradoxalement, plus le mariage entre taux de détention d'un véhicule et du permis de construire devient rare, plus la voiture, comme objet, redevient un objet de désir. Ça, on voit cette tendance émerger aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc vous pouvez faire cette analyse, et on l'a fait dans le papier, que je vous invite à regarder, il est sur notre site. En matière d'énergie, on pose la question, est-ce que les jeunes sont réellement très pro-environnement? Alors oui, ils le sont. À la fois, ce sont des électro-intensifs. Nous sommes devenus tous, à dire vrai, avec les technologies numériques, des électro-intensifs, mais les jeunes le sont particulièrement. Quand vous les interrogez sur leurs attentes vis-à-vis de la technologie, ils n'imaginent même pas vivre sans. Donc ils sont électro-intensifs, j'allais dire, dans leur gène. Et ils n'ont aucune idée que, alors ça c'est des chiffres qui datent un peu et des sites qui datent un peu, mais c'était des chiffres de 2012, un avatar sur, je ne sais pas si le site existe encore, un Second Life, consommait 10 fois plus d'énergie qu'un vrai Camerounais, ou 2 fois plus d'énergie qu'un vrai Algérien. Les chiffres c'est ça. Donc, et cette conscience-là est nulle part. Donc voilà ce travail qu'on a fait, qui nous conduit, vous l'avez compris, à déconstruire le millennial. Et derrière, le sujet, c'est d'interroger la pertinence de politiques urbaines qui peuvent être menées en matière de logement, de transport,
vis-à-vis d'une génération qui, de facto, n'existe pas en tant que telle. Il y a peut-être un ensemble générationnel, des situations de génération, comme disent les sociologues, mais une génération milléniaux en tant que telle, elle n'existe pas. Et je pense qu'il est important d'interroger beaucoup plus largement dans quelle mesure ce terme-là n'est pas le miroir grossissant d'un certain nombre de caractéristiques sociologiques qui se développent dans nos villes, plutôt de regarder sous cet angle. Alors nous, on va le faire. On va travailler on va lancer une expérimentation avec notre partenaire d'Amsterdam, AMS, sur deux places publiques, 2 espaces publics. Alors l'un, non pas à Paris, mais dans le Grand Paris, sur le territoire d'Universène, l'autre sur une place d'Amsterdam, et interroger les pratiques sur ces places. Alors, pas à travers l'angle millennials, on va prendre comme point d'entrée un point thématique qui est le sport, à travers lequel on va regarder les sujets millennials, gender et tout. Donc je m'arrête là et je serais ravie de répondre à vos questions. Mais voilà notre approche. Donc on travaille aussi sur les sujets santé, les sujets personnes âgées. Mais je pense que cette étude nous permet d'apporter un autre éclairage sur ce sujet. Et on peut la retrouver sur votre site, comme vous disiez. Merci beaucoup. Désolée de vous raccourcir un petit peu. Chris Blash est la cofondatrice et la coordinatrice de Genre et Ville. Et elle va nous parler d'une expérience, d'un projet à Villiers-le-Bel qui était très intéressant, et aussi de son travail avec la ville de Paris. Tout à fait. Alors, est-ce que ça marche? Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais revenir sur quelques points, parce que c'est vrai qu'on a parlé de changer les idées reçues, travailler sur les stéréotypes, ouvrir. Carlos Moreno parlait tout à l'heure d'incompatibilité de voisinage ou de manque de fertilisation, et c'est vrai que ce sont les sujets sur lesquels nous travaillons. Genre et Ville a été fondé en 2012 pour réfléchir aux questions de rôle attribuées à travers des normes aux unes et aux autres dans l'espace public, à leur place. On le fait de façon, d'une part, historique, c'est-à-dire qu'on est un atelier de recherche. J'ai presque envie de vous proposer de lever les yeux au plafond et de regarder l'imagerie qui nous domine. Qui est un homme bras ouverts qui embrasse l'espace, et de regarder par ailleurs les statues qui nous entourent, qui sont un ensemble de femmes généreuses, maternantes, voire nous offrant la vie, nous offrant quelque part le reflet de toutes les normes que l'on connaît si bien. Donc c'est ce travail-là que nous menons à Genre et Ville. C'est un travail de recherche tout d'abord pour comprendre comment les inégalités se sont mises en place, comment elles s'articulent et comment elles perdurent encore aujourd'hui. Donc ce travail-là, c'est un travail sur l'histoire, c'est un travail sur une recherche au sein des textes institutionnels, c'est un travail de lecture de l'espace, de lecture de cet espace, de lecture de l'espace public. Ensuite, comment nous positionnons nos actions pour faire avancer les choses ? Il nous a semblé que si je devais, puisqu'on a un temps très court, mettre en place quelques mots-clés, on pourrait décliner les choses pour voir quelles sont les oppositions qu'on peut retrouver. En termes d'égalité, j'ai envie de dire que les oppositions, c'est travailler la légitimité par rapport à des fonctions normatives. C'est-à-dire, qui a légitimité à être dans l'espace public et comment poser cette légitimité dans l'espace public, comment faire que les femmes ou des personnes qui ne répondent pas au modèle normatif masculin, qu'on appelle plutôt une hégémonie masculine, qui ne représente pas l'ensemble des hommes, par ailleurs, mais qui est un modèle auquel on se doit parfois de répondre quand on est un homme, comment est-ce que ces personnes-là, qui ne sont pas dans cette normativité, vont pouvoir exister et se sentir légitimes dans l'espace public? Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on participe? Comment est-ce qu'on construit la ville ensemble? Et donc, comment est-ce qu'on travaille sur la confiance en opposition à la défiance? C'est-à-dire travailler ensemble de façon construite, et je vous expliquerai dans le cas Villiers-le-Bel comment on a pu le faire. Comment est-ce qu'on aménage et comment est-ce qu'on organise l'espace? Et là, en termes de confrontation, je parlerai de fertilisation par opposition à la stérilisation. Et là, je pense que ça parle beaucoup à Carlos ou à Hélène sur ces travaux-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on va travailler sur du voisinage, comment faire du voisinage quand on est en train de résidentialiser l'ensemble de nos villes, de les enfermer dans des grilles, de les enfermer dans des codes? Comment est-ce que les personnes peuvent communiquer, se rencontrer dans l'espace public et y faire des choses ensemble?
Donc refertiliser, c'est plutôt prendre, vous parliez d'Amsterdam, c'est plutôt prendre des exemples d'Amsterdam où on voit que l'espace public peut être un espace commun. Et ce sont ce type de démarche que nous cherchons à mettre en place. Et puis enfin, sur la question des usages, c'est comment est-ce qu'on va construire l'espace public pour permettre des usages multiples, c'est-à-dire une flexibilité des espaces, plutôt qu'une exclusivité d'usage. Alors pour l'exclusivité d'usage, tout le monde connaît les city-stades, les terrains de foot, par exemple, qui sont autant de lieux qui ne sont utilisés, par exemple, que par des hommes et qui ne permettent pas de flexibilité d'usage, alors qu'on peut trouver aujourd'hui des espaces où on va pouvoir à la fois déjeuner, s'arrêter, peut-être taper dans le ballon si on le souhaite, mais aussi partir, s'arrêter, repartir, etc. Donc on voit bien que flexibilité d'usage va amener une flexibilité d'usagère et d'usagers, une mixité dans l'espace public. Alors, maintenant, ces mots-clés étant posés, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'espace? Comment est-ce qu'on a fonctionné à Villiers-le-Bel? La première chose, c'est qu'on est arrivé dans cette ville et on est arrivé en toute simplicité, j'ai envie de dire. On a travaillé avec des groupes d'enfants et on a commencé à faire de la sensibilisation au fait qu'il y avait des inégalités dans l'espace public. Cette sensibilisation, on l'a faite dans des groupes de travail, on l'a faite en allant dans l'espace public et on l'a faite aussi à travers des formations auprès des différentes délégations de la ville, que ce soit les élus ou que ce soit les responsables techniques, les responsables des services. Cette sensibilisation qui au départ était perçue presque comme une contrainte, puisqu'on est bien d'accord que la question de l'espace public et la question des inégalités femmes-hommes dans l'espace public est un impensé, vous le citiez tout à l'heure, cette question n'est pas adressée, donc il a fallu montrer que c'était un impensé. Alors effectivement, les budgets sensibles au genre permettent de le faire. C'est-à-dire qu'on peut montrer que quand on dédie 50 millions d'euros pour réaliser un stade et qu'il n'est utilisé qu'à 95%, si ce n'est 98% par des garçons, par des hommes, on a effectivement, de façon très concrète, une inégalité dans la façon dont l'espace public est construit. Donc la première chose, ça a été ça. Et là, on a senti qu'une petite graine commençait à pousser, que les esprits se sont dit, tiens, effectivement, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de notre ville. Suite à ça, nous avons développé d'autres ateliers avec les habitantes et les habitants. Nous avons fait des marches. Alors nous appelons ça plutôt des marches sensibles. Il s'agissait de reconquérir l'espace, de faire ensemble, de redéfinir ce qu'était un espace. Et pas simplement l'espace fonctionnel, mais aussi l'espace rêvé, l'espace flâné, l'espace respiré, l'espace dans lequel on peut s'asseoir, dans lequel on peut rester. Et puis, suite à ça, un travail a été mené avec donc, la mission de rénovation urbaine, qui a posé auprès de l'ANRU, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine, lui a proposé un projet dans le cadre des projets d'innovation, en disant notre projet d'innovation, ce sera l'égalité dans notre ville. Et donc nous sommes aujourd'hui en train de réaliser avec la ville de Villiers-le-Bel un projet d'innovation urbaine au niveau du logement, au niveau de l'espace public, au niveau des mobilités. Et ce projet va infuser sur l'ensemble de la ville. Et ce qui est très important à travers ce projet-là, c'est non seulement qu'on va réaliser un projet d'égalité, mais c'est qu'on est en train de transformer complètement la perception qui peut être faite de cette ville. La ville de Villiers-le-Bel, depuis 2007, c'est la ville des émeutes. C'est la ville qui ne va pas bien. C'est la ville qui a une mauvaise image. Aujourd'hui, quand nous partons avec des élus, que nous allons présenter ce projet, c'est la ville qui est innovante. C'est la première ville en France au niveau d'une ville qui est quasiment à 100% en politique de la ville, c'est-à-dire à 100% dans une logique de devoir être accompagnée financièrement parce qu'il y a une forte paupérisation. C'est une ville qui peut dire aujourd'hui, nous sommes pionnières dans nos travaux et nous sommes en train de mettre l'égalité comme moteur, comme véritable valeur ajoutée au sein de nos travaux. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple concret. On a très peu de temps. Allez sur notre site si vous voulez en savoir plus et merci pour votre écoute. Merci Chris. Effectivement, nous allons sûrement prendre un petit peu du temps de questions et réponses pour laisser la parole à Agathe Pommery, qui est cofondatrice de Cette Famille. C'est une entreprise solidaire qui permet à des familles d'accueillir des personnes âgées. Elle va nous en parler et nous aurons ensuite peut-être un tout petit moment pour des questions. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Donc effectivement, moi je vais plutôt vous parler de la question des personnes âgées. Aujourd'hui, il y a 1,3 million de personnes dépendantes en France, 600 000 places en EHPAD. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions alternatives pour les 700 000 personnes âgées qui restent. Et alors, en France, on a découvert un dispositif qui comprend 10 000 familles d'accueil pour personnes âgées.
Donc des personnes âgées vont vivre chez ces familles, être complètement intégrées à la vie de famille, avoir des professionnels de santé qui vont se déplacer pour toutes les questions médicales. Voilà, donc c'est un accueil qui est vraiment chaleureux, personnalisé et moins cher qu'une maison de retraite. Parce que ça aussi, c'est une grande question pour les personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se payer un EHPAD à 3 000 € par mois ou une maison de retraite à 2 200 € par mois. Et voilà, alors donc nous on s'intéresse à toutes ces familles d'accueil et on cherche à revaloriser leur travail donc à l'échelle nationale et en fait montrer aux personnes âgées que c'est une option de plus lors de leur perte d'autonomie. Et donc avec cette famille, on permet à des personnes âgées de trouver une famille près de chez elles dont le projet de vie va leur correspondre. Voilà, les mettre en relation et puis les accompagner pour tous les détails pratiques, la gestion administrative, leur développer des outils pour qu'elles puissent communiquer régulièrement avec leurs petits-enfants, même si on n'est pas sur les mêmes outils physiques. Voilà, et alors la grande question, puisque on est autour des villes aujourd'hui, c'est que les familles d'accueil, donc l'accueil familial, marchent principalement dans les zones rurales aujourd'hui. Et alors ça, c'est notamment pour une question de place, une question de culture, etc. Et en fait, de plus en plus, on voit le dispositif s'appliquer également aux villes. Et je pense notamment à quelques départements d'Île-de-France où finalement les accueillants familiaux sont des personnes issues de l'immigration de 3e, 4e génération qui peuvent en fait pas imaginer qu'on puisse envoyer des personnes en maison de retraite. Et donc ça c'est vraiment intéressant puisque on croise plusieurs enjeux. Donc il y a forcément de l'intergénérationnalité quand on dit qu'une famille d'accueil nous explique qu'elle est très contente d'avoir une personne âgée qui va expliquer l'histoire de France à ses enfants puisque elle en parle pas aussi bien qu'elle. Donc intergénérationnalité, des questions de solidarité évidemment, des questions de problématiques de logement. Voilà, donc on est à la croisée de tout ça. Et si vous voulez en parler plus en détail, donc on est au village des startups en ce moment. Voilà, parce que je crois que le temps est un petit peu compté. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur le site cettefamille.com, donc CE2TE, comme la famille qu'on choisit. Merci. Merci Agathe. Donc nous avons vraiment quelques minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question aux intervenantes et intervenants? Non. Ah, allez-y. Bonjour, je travaille dans un musée national au nord de Paris. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais c'est à la fois une remarque et une question. Les musées sont des lieux de plus en plus ouverts, où il y a aussi des inégalités, mais où il se passe aussi des choses intéressantes. Est-ce que des acteurs comme vous intégrez les musées dans vos dispositifs, vos idées voilà. À mon avis, c'est un atout dans l'espace public, les grands musées ou les petits musées. Chris, vous avez une... Chris, Cécile, ok. Peut-être partager la question? Oui, peut-être répondre rapidement. D'une part, en ce qui concerne nos travaux, il est très clair que l'art, en l'occurrence, est un outil formidable d'intégration et de réalisation aussi d'action. Donc, à ce titre-là, travailler avec les musées et mettre en place des programmes qu'on puisse élaborer ensemble est une réalité. D'ailleurs, on va très certainement nous travailler avec le musée de Suresnes, qui est le musée de l'urbanisme de Suresnes, qui nous a fait une proposition l'autre jour. Donc, oui, et par ailleurs, on a besoin de lieux qui puissent nous accueillir pour pouvoir y discuter et lancer des débats. Donc, à ce titre-là, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, pour répondre rapidement. Alors, effectivement, nous on regarde le sujet des musées. Donc, on est un qui travaillons sur les transitions urbaines, les innovations urbaines. Et j'ai en tête les très intéressantes expériences faites par le laboratoire Erasme de la métropole de Lyon. C'est des opérations muséomix, c'est-à-dire les remixes de musées, qui visent à amener pendant 3 jours
professionnels de toute catégorie, donc c'est très pluridisciplinaire, et réinventer le lieu qui après est ouvert au public et le public peut voir ces inventions. Donc je trouve que c'est des initiatives intéressantes parce qu'elles travaillent sur la pluridisciplinarité, elles travaillent sur l'éphémère et elles travaillent aussi sur, en proposant finalement aux citadins un autre regard sur des musées qu'ils connaissent par cœur parce que c'est le musée de la ville, et je trouve que c'est une initiative très intéressante, d'ailleurs de portée internationale aujourd'hui. Merci. Bien, je crois que nous allons rester là parce qu'il nous reste vraiment peu de temps, sauf si quelqu'un a une question pressante. Oui, une dernière question alors. Allô? Ok. Je travaille aussi sur le thème des femmes dans les villes et l'égalité de genre, plutôt à Montréal. Mais je veux savoir, cet après-midi, il y a un petit truc sur l'inclusion par le sport. Et ici, on a discuté de comment les espaces suivants du sport, c'est les espaces d'inégalité. Et je veux juste savoir un peu vos perspectives un peu sur ça, parce que moi, j'ai joué beaucoup de sport quand j'étais jeune. Voilà, pour moi, c'était un truc d'inclusion. Mais ouais, voilà, c'est juste, je veux savoir un peu des perspectives sur ça. Hélène va répondre à votre question. L'enjeu autour du sport est très important et d'ailleurs, c'est là aussi où on a le plus d'études. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un décrochage à l'entrée au collège. Le sport est relativement mixte jusqu'au collège. Alors ça dépend des disciplines, évidemment, la danse, par exemple, n'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'entrée au collège, on voit complètement un décrochage. Mais le travail est vraiment long parce que ce n'est pas parce qu'on remplace dans l'espace urbain un skatepark par des agrès gym qu'il va y avoir un investissement de la part des femmes et des jeunes femmes notamment. Et donc on a des associations qui travaillent notamment à faire du sport aux jeunes femmes. Mais pour cela, il faut parfois aller jusqu'à convaincre les familles de laisser les jeunes femmes, même si elles ont 13-14 ans, d'aller au sport librement. Et donc il y a vraiment un travail d'éducation assez long autour de ça. On a juste quelque chose qui va beaucoup nous aider. En 2018, Paris accueille les Gay Games et les Gay Games travaillent énormément sur la question de mettre autant en valeur le sport féminin, lesbien ou féminin en général, que le sport masculin. Et donc je pense qu'on va avoir un investissement important de la part de toutes les associations. En tout cas, nous, on porte beaucoup ça pour que Paris 2018 soit vraiment un moment qui permette de porter l'égalité dans l'espace public au travers du sport. Merci. Merci à vous tous, merci pour vos questions et merci à vous d'avoir participé, d'avoir apporté vos éclairages. Donc tout le monde est joignable sur leur site ou pour leur parler quelques instants après la présentation. Merci.